Basile, votre application de recherche immobilière, présente. Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce week-end qui est un peu pluvieux un peu partout en France, mais il fait quand même bon. Voilà, vous allez entrer à table certainement, on vous souhaite un très bon appétit. C'est votre émission Parlons IMO, 12-13h, tous les samedis sur Sud Radio. On est ravis d'être avec vous. Bonjour à toute l'équipe qui m'entoure, comme chaque samedi. Bérénice de Villefloriot, comment elle va aujourd'hui ? Elle va bien, les nuits sont courtes, j'ai un bébé qui fait ses dents, donc chez moi il y a de la bave partout et puis on dort pas, mais ça va. Avec Grégoire Darico également, comment ça va Grégoire ? Très bien Sylvain. Merci d'être avec nous. Et on ne pourrait, encore une fois, je le dis tous les samedis, c'est presque la Madeleine de Proust, faire cette émission sans parler de l'éco-rénovation, qui est le vrai sujet du jour, le chantier du siècle, avec le docteur Laurent Permas, spécialiste éco-rénovation, avec la direction de Sofinco, éco-rénovation transition. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvain. Ça me fait plaisir de vous saluer. Moi aussi, sous la pluie, hein, voilà. On fait des travaux justement. Voilà, vous êtes magnifique, mon cher docteur, je suis ravi d'être avec vous. Voilà, c'est votre émission, on parle de votre logement, de votre immobilier. On écoutera également nos auditeurs, comme chaque samedi, après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO, I2MO, au 7 20 18. Avec vous, Bérénice, et on parle de quoi aujourd'hui ? On parlera d'une locataire qui se demande si elle va payer des charges en plus parce qu'il y a un ascenseur qui est en train d'être installé dans son immeuble. Est-ce que le propriétaire peut augmenter les charges ? Bien sûr, on parlera également viager. Et oui, on parlera viager, on va découvrir le viager en France, les régions où il y a beaucoup de biens à vendre. Voilà, le viager qui fait peur parfois, mais qui est une excellente solution patrimoniale. Et ensuite, on parlera, comme chaque semaine, de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Et oui, mon cher Sylvain, avec Laurent, nous allons voir comment demander à son propriétaire encore de rénover son logement. Est-ce qu'on peut lui imposer cette décision ? Et puis, dans notre chronique Maison Saine, nous verrons pourquoi nos enfants sont plus sensibles à l'humidité. Voilà, et si je vous dis qui va là, je te prie. Voilà. Ça nous rappelle de vieux souvenirs dans la radio. Qui va là, je te prie. Voilà, qui va là, une entreprise moderne. Comment finalement gérer les entrées et les sorties dans un immeuble de manière innovante, pratique, fluide, extrêmement sympathique. Justement, ça tombe bien, on a l'innovation chevillée au corps, comme quoi la France a un incroyable talent. On a un entrepreneur aguerri sur le plateau, on va le recevoir dans le grand entretien. C'est Jonathan Lascar, le fondateur de Qui va là. Comment il va ? Très bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Voilà, merci Jonathan. On parlera justement de tous ces sujets qui touchent les Français. Mais tout de suite, les infos à retenir avec vous, Bérénice, au programme des infos aujourd'hui. Eh bien, un statut du bailleur privé qui pourrait changer la donne pour remettre des logements en location. La loi anti-squat qui évolue avec 2 lettres. Et pour finir, le classement des villes où les grandes fortunes rêvent de s'installer. C'est pour vous faire rêver. Voilà, on essaie de vous faire rêver, bien évidemment, mais surtout, les amis, le logement concerne tout le monde. C'est ce qu'on appelle un déterminant social. Parlez-nous de votre logement, de votre immobilier, de vos travaux. On vous aidera, comme tous les samedis, entre 12h et 13h, sur Sud Radio. On va commencer par le statut du bailleur privé. L'État veut remettre les logements sur le marché. Oui, alors c'est l'une des bonnes nouvelles de la semaine. Alors, pour vous faire un petit récap, moi, je l'ai appris mardi. Je vous raconte un petit peu les coulisses, je vous raconte ma vie. J'étais à la cérémonie des vœux d'Action Logement et en plein discours du président Bruno Arcadipane, 2 invités de marque ont fait leur entrée. Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, et Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Donc ils ont essayé d'entrer discrètement pendant le discours, mais loupé. En fait, ils avaient des grands sourires aux lèvres. En fait, ils arrivaient tout droit de Matignon. Donc le discours a été interrompu et ils nous ont confirmé que oui, ça y est, les négociations avaient abouti pour un statut du bailleur privé. Négociation avec le Premier ministre. Donc voilà, discours interrompu, mais c'était pour la bonne cause. Et justement, alors je vais vous parler en détail de ce statut du bailleur privé. C'est quoi ? En fait, c'est le grand pari du gouvernement pour relancer le marché locatif. Je vous rappelle que la situation est dramatique. En 5 ans, le nombre de logements en location a chuté de 15%. Il n'y a jamais eu autant de Français à la rue. Résultat, les loyers flambent, l'accès au logement devient un vrai casse-tête. Donc voilà, ce nouveau dispositif remplacerait le dispositif Pinel, qui s'est éteint, je vous le rappelle, en 2025. Mais cette fois-ci, la formule change, donc elle s'appliquerait partout en France. Ça, c'est vraiment bien. Autant sur le neuf que sur l'ancien. Et concrètement, si vous achetez un bien pour le louer, vous pourrez déduire de vos impôts toutes vos charges, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les frais de gestion. Et puis en plus, déduire chaque année un pourcentage du prix d'achat du logement.
Voilà, donc selon les premières informations, cette déduction pourrait aller de 3,5 à 5,5%. Ça, c'est mes sources qui me l'ont dit. Il n'y a rien d'officiel encore, hein. Mais ça sera en fonction du type de logement. Bon, en contrepartie, il faudra quand même accepter un plafonnement des loyers et s'engager à louer pendant 9 ans. Et pour l'ancien, des travaux de rénovation énergétique seront obligatoires, mon cher Laurent. Alors cette semaine, on a quand même eu sur Sud Radio le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui est venu et qui nous a confirmé tout ça. On l'écoute. Là, pour le coup, c'est très très simple. Si le budget est adopté, nous aurons ce fameux statut du bailleur privé. Et pour vos auditeurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que demain, quand on sort son petit bas de laine de la banque pour investir dans la pierre, eh bien, on aura des avantages fiscaux très importants parce qu'on rend service, on participe à l'intérêt général quand on fait ça. Et voilà, Vincent Jeanbrun. Donc, vous l'avez compris, si le budget 2026 est adopté, on aura ce fameux dispositif. Voilà, peut-être verra-t-on la lumière au bout du tunnel. On va parler maintenant de la loi anti-squat, 2 lettres qui vont changer vraiment la vie de certains propriétaires. Oui, Sylvain, c'est la deuxième bonne nouvelle de la semaine. Il n'y en a pas souvent des semaines comme ça. Et alors là, c'est assez fascinant et c'est quand même assez triste, faut le dire, hein, parce que tout se joue sur un mot. Jusqu'ici, je vous explique. Pour être considéré comme un squatter, donc expulsable rapidement, il fallait s'être introduit illégalement dans un logement et s'y être maintenu illégalement. Donc c'est le « et » qui pose problème, parce que des squats se développent de plus en plus sur des locations touristiques. Les occupants entraient avec des clés, donc on contestait l'introduction frauduleuse et la procédure, eh bien, elle sautait. Donc le Sénat vient d'adopter en première lecture un changement. On passerait de « et » à « ou ». Donc en remplaçant, ça ferait il faut s'être introduit illégalement ou s'y être maintenu illégalement pour être expulsable en 72 heures. Donc concrètement, les squatteurs Airbnb qui refusent de partir eh bien, devraient être expulsables rapidement. Petite précision importante pour éviter les amalgames, ça ne vise pas les locataires classiques avec un bail, un locataire qui ne part pas ou un impayé de loyer, ça reste une procédure différente. Et puis, autre précision, le texte doit encore passer à l'Assemblée nationale, ce n'est pas terminé. À suivre, alors, on va terminer maintenant, comme il est d'usage chaque samedi, les amis, avec une info un peu plus légère, où les grandes fortunes veulent vivre, Bérénice. Oui, parce que je me suis dit, bon, on joue tous au loto, donc on ne sait jamais si on gagne. À votre avis, cette année, ça vient de tomber, c'est Barnes qui fait ce classement. Chaque année, c'est les villes où voilà, c'est bien d'investir, où on s'y sent bien, où c'est confortable. Alors, à votre avis, qui est en tête ? Parmi les riches ? Non, pas parmi les riches, les villes où il fait bon s'investir, où les riches ont envie de s'installer. On ne sait jamais, Sylvain. Les Maldives, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Non, c'est trop cher là-bas. Voilà, Miami, Londres, Grégoire. Île Maurice. Non. Saint-Tropez ? Non. Lisbonne, Portugal. Voilà, c'est mieux. Madrid, c'est la première. Madrid, sécurité, qualité de vie, des services efficaces, c'est agréable. Ensuite, Milan en deuxième position. Voilà, Milan avec un dynamisme économique. Et Dubaï, enfin, en troisième position. Je sais que vous aimez cette ville, Dubaï. Ou Nice, par exemple. Voilà, ça fait plaisir à Anthony, bien évidemment. Merci, voilà, ça vous fait rêver. Voilà. En tout cas, merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et j'insiste pour que ce soit Grégoire Darico qui anime cette chronique. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on s'attaque à une question que beaucoup de locataires se posent, mais à laquelle on a du mal à répondre clairement. Est-ce qu'on peut obliger son propriétaire à faire des travaux de rénovation énergétique ? Par exemple, si vous êtes dans un logement mal isolé, froid en hiver ou qui coûte très cher en chauffage, est-ce que votre bailleur doit rénover ? Alors pour en parler, comme toujours, je suis avec Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Une question essentielle, mon cher Laurent, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est oui, en effet, surtout qu'avec les nouvelles règles autour des passoires thermiques, il y en a un peu plus de 5 millions, et du diagnostic de performance énergétique, le DPE, et des obligations de décence énergétique, en fait, on va voir surtout ce que dit la loi et ce qu'elle permet en fait de faire pour un locataire. Alors déjà, Laurent, est-ce que le bailleur a une obligation de base sur l'énergie ? Absolument. En France, en fait, tout logement mis en location doit être décent. Et alors, on ne parle pas d'insalubre, doit être décent, et la décence inclut notamment les critères de performance énergétique. L'insalubrité, c'est évident. Oui. Et un logement qui consomme trop d'énergie ou qui est considéré comme une passoire énergétique, c'est-à-dire qui est très énergivore, tout simplement, peut être jugé justement non décent par la loi. Et un bailleur a donc une obligation générale de remettre un logement qui respecte ces normes. Vous voyez, c'est très précis là-dessus. Donc dans quel cas, Laurent, vous pouvez réellement demander à votre propriétaire de faire des travaux ?
Alors, il y a deux situations où vous demandez à plus de chances en tant que locataire d'être fondé. Le premier, c'est le logement et une passoire thermique. Donc ça, c'est facile. Les logements qui sont classés F ou G au DPE. Attention, il faut télécharger le nouveau DPE, puisque là-dessus, à partir du 1er janvier 2026, il y a un changement. Il fait partie justement des passoires thermiques. Et donc, le locataire peut demander officiellement au propriétaire de réaliser des travaux d'isolation ou de rénovation énergétique pour que le bien sorte de ce statut. Forcément, il paye des factures d'énergie qui sont plus hautes, le locataire. Le deuxième point concret, en fait, c'est tout simplement, vous constatez que le logement n'est plus décent. Et si votre logement ne respecte plus ces critères minimaux de décence énergétique, consommation excessive, absence d'isolation correcte, si vous sentez l'air passer sous les fenêtres, avec des vitraux qui sont extrêmement faibles, vous pouvez également exiger des travaux. Et là, le propriétaire est tenu de fournir un logement décent pendant toute la durée de la location. Concrètement, Laurent, que fait le locataire s'il veut faire cette demande? Comment ça se passe? En fait, on est dans l'amiable au début. C'est toujours mieux. On envoie une lettre recommandée avec un accusé de réception à votre bailleur. Vous mentionnez le problème, logement classé G, énergivore, la consommation. Vous faites des photos. Demandez la réalisation des travaux nécessaires, la rénovation énergétique en étant poli, précis. Et puis si le propriétaire ne répond pas, vous pouvez saisir une commission de conciliation. Toujours, elle est gratuite et toujours à l'amiable. Et là, c'est moins à l'amiable. C'est le juge judiciaire, notamment pour demander une obligation de faire des travaux. Vous pouvez aussi contacter la mairie qui a une aide et qui peut venir avec leur service. Donc le juge peut ordonner la réalisation des travaux dans certains cas et si nécessaire décider d'une suspension partielle en fait du loyer et d'une réduction le temps que les travaux soient faits. Ça, la réduction du loyer justement. Qu'est-ce que les locataires ne peuvent pas faire? Alors ils peuvent pas se permettre d'engager, ça faut faire très attention, d'engager des travaux par eux-mêmes sans accord du propriétaire, sauf à leurs frais. Et encore, il faut qu'ils aient justement l'accord du bailleur. Le contrat de location, il vous autorise en aucun cas de faire des rénovations structurelles de votre propre initiative. Et sans accord écrit, c'est un peu du bon sens. Le bien vous appartient pas. Et si le bien répond encore à des critères légaux de décence, par exemple le DPE aujourd'hui, il est encore louable, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas une obligation automatique de faire des travaux tant que le logement, du moins, n'est pas considéré non décent par la réglementation. Ça, c'est important. Allez, Laurent, toute dernière question rapidement. Si le bailleur refuse de rénover alors qu'il est censé le faire, quelles sont les conséquences? Le propriétaire qui loue un logement interdit à la location, c'est-à-dire les DPEG depuis 2025, où un logement non décent s'expose en fait à diverses sanctions juridiques, obligation de remettre le logement en conformité, possibilité de dommages et intérêts si le locataire subit un préjudice, et puis la suspension, la réduction du loyer pendant les travaux, si le juge l'ordonne. Merci beaucoup Laurent, et à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous informer sur vos droits et à agir si votre logement ne respecte pas les normes de performance énergétique. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Merci les amis, on revient dans quelques minutes après une petite pause. On répondra aux questions des auditeurs avec vous, Bérénice de Villeforion. On va recevoir également notre grand invité. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme chaque samedi entre 12h et 13h. Parlons IMO, c'est votre émission qui parle de votre immobilier et de votre logement. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer par SMS au 72018 IMO, I2MO et nous poser toutes les questions. On vous y répondra. On va parler bien sûr de votre logement. C'est le moment justement de votre chronique. Ça vous concerne et ça vous concerne chaque semaine. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Ça vous concerne chaque semaine et nous avons reçu un SMS, Bérénice. Oui, IMO au 72018, suivi de votre question, vous nous écrivez, on lit. Et là, c'est Sophie qui nous a écrit, elle est locataire dans un appartement. Alors, elle nous précise en location vide avec un bail classique. J'habite au 5e étage, il y en a 6. Et en ce moment, il y a de gros travaux dans l'immeuble. On installe un ascenseur. Ça devrait bientôt se terminer. Est-ce que je dois m'attendre à une augmentation de mes charges? Le propriétaire ne m'a rien dit. Est-ce qu'on va me répercuter du coup un morceau sur les charges, et si oui, est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il a le droit de me demander plus du jour au lendemain? Est-ce que le fait que je sois au 5e, ça change quelque chose? Alors, pour y voir plus clair, on accueille notre expert, Olivier Safar, président de Safar Immobilier. Bonjour Olivier. Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain.
Merci Bonjour, d'être Olivier. là, Olivier. Alors, Olivier, pour répondre à Sophie, déjà, quand on installe un ascenseur, est-ce que il peut être répercuté sur les charges du locataire? Et à quel moment ça se voit, du coup? Alors, est-ce que c'est prévu dans le texte en charge locative récupérable? La réponse est oui. La question de votre locataire, c'est d'avoir effectivement un ascenseur qui n'existait pas auparavant dans l'immeuble. Donc quand on fait un bail, je prends le bail 86-89 habituel d'habitation vide, vous avez normalement la liste des informations qui concernent les charges locatives de l'immeuble. À l'époque, si rien n'avait été indiqué en disant qu'un ascenseur serait installé, le problème c'est que votre locataire, elle n'est pas au courant, donc elle n'a pas été informée préalablement. Donc le propriétaire a le droit de lui demander, mais ça a le droit aussi de dire non, c'est pas prévu dans le texte. Deuxième point, dans certains immeubles où on savait qu'on allait installer justement l'ascenseur, on a prévu justement dans le bail une clause particulière en disant du jour où l'ascenseur serait installé, les charges de locatif d'ascenseur seraient répercutées au locataire et il l'a signé, donc pas de doute là-dessus. Donc il faut bien relire le bail et regarder surtout toute la partie des conditions spécifiques concernant effectivement le détail des charges locatives si ça avait été informé. D'accord. Le troisième point, et il faut quand même en parler, c'est que même si rien n'était dans le bail et qu'elle n'est pas à le payer, au moment du renouvellement du bail, si c'est un bail de 3 ans, à la fin du bail de 3 ans, automatiquement, elle aura à payer les charges locatives d'ascenseur. D'accord, donc ça se répercute forcément là, dans la plupart du temps. Voilà, mais peut-être pas tout de suite. Ça dépend de ce qui était indiqué dans le bail. Sachez que la plupart du temps, quand on sait qu'on va installer un ascenseur dans l'immeuble, si le bailleur est prévoyant, il indique au locataire qu'il y aura un ascenseur, surtout en louant le 5e étage. Bien sûr. C'est pas neutre. Le point important, c'est que plus vous êtes haut dans les étages, plus vous payez cher en ascenseur. Et ça vaut aussi, j'imagine, pour les copropriétaires, on est d'accord. Et ça vaut la même chose pour les copropriétaires. En réalité, l'ascenseur est facturé en fonction de la hauteur de l'immeuble. Un immeuble qui a 5 étages, 8 étages ou 15 étages, plus vous êtes haut, plus vous allez utiliser l'ascenseur en traction et en puissance, et plus ça va vous coûter cher, bien évidemment. Et on est d'accord, les copropriétaires du rez-de-chaussée, ils payent pas, eux? Alors, les copropriétaires du rez-de-chaussée qui n'ont pas de parking ou de cave desservis par l'ascenseur ne payent pas l'appartement. D'accord. En revanche, j'ai eu quelques difficultés à un moment où certains disent mais moi je suis au rez-de-chaussée, je comprends pas pourquoi j'ai des frais d'ascenseur. Ils avaient bien des parkings au sous-sol et une cave et c'était bien les tantièmes d'ascenseur qui permettaient d'accéder directement au sous-sol. Bah oui, donc on paye quand on utilise, pour résumer. En résumé, c'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Safar. Voilà, on a répondu à la question de Sophie. N'hésitez pas, vous envoyez vos questions avec IMO devant, I2MO au 72018 et on y répond, vous voyez, avec un expert chaque semaine. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité. Il est sur le plateau. Bonjour, Jonathan Lascar. Bonjour. Vous êtes le CEO de Kivala, bien vu sur le plan marketing. C'est plutôt pas mal. Kivala. Merci. Solution innovante pour le contrôle d'accès en une phrase. Kivala, c'est quoi ? C'est exactement ça, c'était de révolutionner un petit peu. Plutôt c'est qui ? Voilà, c'est qui voilà, c'est pas l'inspecteur gadget comme parfois on peut nous le dire, c'est la solution qui permet de contrôler les immeubles de manière intelligente et plus efficace puisqu'on va pouvoir créer des codes d'accès éphémères ou à usage unique pour chaque visiteur ou chaque résident. Si on devait synthétiser pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des interphones, qui utilisent le côté sécurité plaît beaucoup. Oui. Surtout dans les parties communes, et vu le contexte actuel, c'est pas anodin. Vous réglez que les problèmes du quotidien ? Alors on règle en fait tous les problèmes liés surtout à la livraison, tous les visiteurs qui sont externes pour des travaux ou tous les visiteurs qui viennent pour des locations saisonnières. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un code qui marche pour tout l'immeuble, pour tous les résidents, on va avoir un code par appartement et chacun va pouvoir créer des codes complémentaires. Mais de manière très simple, c'est-à-dire sans passer par un électricien ou sans faire appel à son syndic, il va pouvoir créer des codes depuis son application et donc donner un code qui sera valable qu'une fois si c'est un livreur qui vient déposer vos courses que vous avez commandées, ou alors un code qui va être valable juste sur 3 jours pour une durée précise, ou bien un code pour un infirmier qui viendrait tous les jours entre 10h et midi pour visiter par exemple une personne âgée qui doit recevoir des soins. Donc, mais c'est jamais le même code. C'est jamais le même code, c'est vous qui le créez. Et avec quoi ? Avec un smartphone ? Alors effectivement, il y a l'application Kivala qui est très simple. Une personne un peu âgée qui est un peu limite, on fait comment ? Au contraire, les personnes âgées, d'une, elles sont équipées maintenant, de deux, elles préfèrent parce que cette solution va permettre de sécuriser, et c'est malheureusement souvent elles qui sont exposées dans les
copropriété dans les immeubles toute la journée à différents types de vandalisme. Donc ça les rassure. C'est un code qui va permettre d'avoir une traçabilité, puisque les enfants qui ont une personne âgée peuvent savoir, enfin une personne âgée dans leur famille, vont pouvoir savoir si l'infirmier est venu. Mais autrement dit, c'est facile d'utilisation, c'est ça que vous voulez dire. Extrêmement facile, il y a un clic pour créer un code. Ok, ça peut être une tablette également. Il faut qu'elle soit simplement connectée. Exactement. Une connexion Wi-Fi par exemple. Connexion Wi-Fi, connexion 4G, parce qu'on a des dispositifs intérieurs pour les personnes âgées qui n'auraient pas de smartphone. Ça arrive il y a quelques Oui, bien sûr. On a des dispositifs intérieurs pour les personnes qui n'en ont pas. Mais donc on a un taux d'équipement aujourd'hui qui n'est pas un frein dans les immeubles qui sont équipés par Kivala partout en France aujourd'hui. C'est très clair. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, on parle bien d'un interphone. Oui. D'un interphone classique. Alors ça vient remplacer soit l'interphone, soit le digicode. Ça peut être sur la rue ou dans le SaaS. Ça dépend de la fonctionnalité parce que c'est un 2 en 1. Il fait aussi bien du code que l'interphonie visio. D'accord, donc ça veut dire que finalement, la vraie innovation, c'est d'avoir réuni les deux en quelque sorte, de générer de manière aléatoire, c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais le même code. Jamais. Donc quelqu'un qui aura un code, il peut pas le garder. Alors, sauf s'il choisit de lui donner une durée de validité de 6 mois. On peut donner la durée de validité du code qu'on a créé. Donc on peut choisir. Voilà, j'ai commandé une pizza. Voilà. Le gars il vient en bas et il appuie pas sur l'interphone, il faut que je lui transmette un code. Exactement, on peut créer le code en amont. C'est-à-dire que si je fais une commande par exemple un jour avant, une demi-heure avant, quand je fais ma commande, je crée mon code instantanément, je lui donne ce code. Lui quand il arrive, il saisit le code et s'il revient pour X ou Y raison 1 heure ou 2 heures après dans la copropriété, il ne pourra pas rentrer, le code ne marchera plus. Et tous ces livreurs, ils ont l'habitude de ce genre de choses. Alors, tous les livreurs, pour eux, ça changerait, parce qu'on leur donne un code. Oui. Eux, ils savent non, mais c'est des applications bien connues, pizza et autres. Donc, ça veut dire que même les courses, etc. Donc, on envoie le code, le livreur, il tape. Exactement. Et on sait est-ce que ça horodote également? Exactement, ça vous donne la durée d'utilisation du code, l'heure, et surtout ça vous donne une capture d'image. C'est-à-dire que quand vous donnez un code, par exemple, pour votre enfant qui rentre de l'école, qui n'a pas de smartphone, vous avez créé votre code enfant, il le fait à 16h, et si vous voyez que ce code a été utilisé à 23h ou qu'il y a une capture d'image qui n'est pas la tête de votre enfant, c'est que malheureusement le code a été en tout cas divulgué ou en tout cas copié, et là vous pouvez couper le code et en recréer un autre. Donc vous avez la main pour créer les codes, et surtout ça vous donne finalement de la souveraineté à l'immeuble, de la souveraineté aux résidents de ne pas être tributaires de faire appeler à chaque fois un électricien pour changer un code qui malheureusement, même si on le change une fois, on est un peu dans le même mécanisme où la divulgation des codes se reproduit. Alors donc ça veut dire que concrètement, c'est la copro, il y a la copropriété, c'est votre client. Oui. Il vous passe une commande et vous l'installez à l'entrée et les habitants donc l'utilisent. Prenons un exemple hyper concret. Je suis au travail, à distance. Il y a un livreur qui sonne. Qu'est-ce qui se passe étape par étape? Alors, c'est une bonne question. On a donc la deuxième fonction qui est l'interphone. Je suis pas dans les lieux. Je suis pas dans les lieux. Donc, avec notre solution, on peut évidemment ouvrir à distance et pas que dans la même ville ou dans le même pays. On peut être même à l'autre bout du monde, du moment que vous êtes connecté en Wi-Fi. Si on sonne en bas de chez vous, vous pouvez depuis votre smartphone, du coup, ouvrir. Vous avez un retour visio, donc vous pouvez contrôler et vous pouvez même communiquer en disant déposer le colis au 2e étage chez la gardienne sans que la personne en bas sache que vous n'êtes pas sur le même territoire ou dans la même ville ou dans le même appartement. Oui, d'accord. 80% des livraisons ratées sont des résidents qui étaient là, mais qui étaient soit à l'autre bout de l'appartement, ou dans les étages, ou à la boulangerie, au marché, au coin. Et ils ont raté leur livraison, ils doivent reprogrammer, donc il y a un enjeu outre... Et c'est même d'ailleurs les 2 tiers des réclamations qui se font sur les sites marchands. Tout à fait. Ouais, j'ai raté mon livreur, alors que là, je peux décrocher, je peux lui dire j'arrive, je lui ouvre, il rentre et déjà il dépose le colis. Ok, même topo, aide à domicile, femme de ménage, c'est encore infirmier. Exactement, mais c'est hyper important parce qu'on change parfois d'infirmier ou de kiné qui viennent, c'est pas tout le temps les mêmes, c'est pas tout le temps les mêmes plages horaires, mais il n'y a pas de raison qu'un infirmier qui vient faire un soin... Si je reviens 2 fois dans la journée, c'est 2 codes différents? Alors on peut le paramétrer, donc on peut dire je donne un code qui va être valable entre 10h et 18h, et du coup il sera le même code entre 10h et 18h. Et ça peut être un code qui est valable que de 10h à 10h30, on choisit toute la durée. C'est très clair. Alors pour les locataires, alors justement la location, gros sujet, d'ailleurs vous voyez à quoi je fais allusion, notamment des fois des locations courtes, entre 2 locataires, comment on gère les accès pour que ce soit propre, simple, sécurisé? Exemple, si jamais je suis en location saisonnière de 3 jours, est-ce que j'ai la possibilité d'acter la même chose? Alors, en fait, exactement. Finalement, le propriétaire non occupant, il va pouvoir nommer son locataire. Donc ça, c'est un locataire, on va dire, longue durée, et c'est lui qui aura les attributs pour créer des codes. Quand on va parler des locations saisonnières, je peux créer des codes qui vont être valables pour 1 semaine, 8 jours, qui vont caler finalement avec la réservation qui a été faite sur la plateforme de location saisonnière, et donc donner un code qui sera valable uniquement pour ces 3 jours, 4 jours.
Du coup, ça me sécurise. Je sais que la personne qui veut venir après, on parlait tout à l'heure de la nouvelle loi anti-squat, s'ils veulent revenir, déjà, ils ne pourront pas rentrer dans l'immeuble à minima parce que son code aurait été valable que 4 jours. Formidable élément de sécurité. Restez avec nous, Jonathan Lascar. On va avoir une deuxième partie de l'entretien. On va marquer une petite pause avec vous, justement. On en reparlera. Et dans un instant, on va faire le Made in France, la nouvelle version de la platine et de l'effet de Qui veut être mon associé. Ensemble, on reste ensemble en Parlons Immo, sur Sud Radio, bien sûr. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bon appétit à toutes et à tous partout en France. On est ravis d'être avec vous comme tous les samedis entre 12h et 13h. Parlons Immo, c'est votre émission qui parle de votre logement et de votre immobilier. On vous fait part également chaque semaine des innovations, des bons plans, des bons trucs. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations, bien évidemment. On reste toujours avec notre grand invité pour cette deuxième partie, Jonathan Lascar. Merci d'être avec nous. Merci Sylvain. Voilà, qui va là. Maintenant, on sait qui c'est qui entre, on va en parler. Et avec vous, Grégoire, on va parler justement des effets de l'humidité. Oui, Sylvain, et on va voir quels sont les effets de l'humidité sur nos enfants. Merci à vous. Alors, on est toujours avec vous, Jonathan, et je repensais à une histoire qui a été dramatique. Vous savez, l'affaire dans le 12e arrondissement, dont on a pu déceler, vous savez, cette petite fille qui a été assassinée, et on a repéré en fait les mouvements grâce à la visio, grâce également à ce type de dispositif. Vous avez finalement inventé ou mis au point une technologie qui sécurise énormément effectivement les personnes fragiles dans les copropriétés. C'est un vrai sujet. C'était présent à votre esprit quand vous avez construit le modèle de Kivala? Ce qui était présent, effectivement, c'est de dire qu'il y avait un vrai sujet pour renforcer la sécurité dans les copropriétés, parce que malheureusement, hausse du vandalisme. Alors, il y a des épisodes bien plus dramatiques, comme vous l'avez cité, mais il y a des événements comme plus simple entre guillemets dans ce qui était très désagréable, le vol de colis, vol de vélo, vol de poussettes, et c'est finalement un très fort sentiment d'insécurité qui plane dans les copropriétés, et ça c'est quelque chose de vrai depuis 3-4 ans. Mais aussi l'occupation des halls d'immeubles qui peuvent endiguer des problématiques. À Paris, il y a un vrai sujet autour, et donc c'est vraiment la solution. Mais vous avez fait également, d'un point de vue, j'allais dire presque philosophique et citoyen, un choix. En tant qu'entrepreneur, vous allez nous expliquer, je pense que c'est réjouissant, surtout vu le contexte actuel. Vous venez de sortir une nouvelle version et oui. Vous avez fait un choix. Oui. C'est de tout fabriquer en France. Exactement. Alors que il suffisait d'aller en Chine, à Taïwan ou autre, parce que sur ce type de technologie, ils sont très forts, c'est clair. Mais vous avez fait le choix délibéré. Pourquoi vous l'avez fait? Avec un tout petit bémol, je vais le préciser, malheureusement, les composants, forcément, viennent de Chine, les composants électroniques, ça, on n'a pas le choix. Mais vous savez pourquoi? Parce que la France a déserté son industrie, tout à fait. Et qu'elle n'est plus capable, parce qu'on a perdu les compétences et les ingénieurs, à force de transférer les technologies, ils se les ont... Exactement. Oui, puis en France, on n'a pas tous les minerais aussi. Ils se les ont appropriés. Alors, c'est un choix. Mais pour préciser, vous avez raison, la carte électronique est fabriquée en France, tout l'assemblage est fait en France, tout le développement informatique technologique est fait en France, donc on est sur un produit made in France. Et ça, c'est un choix que vous avez fait. C'est un choix qu'on a fait, d'une pour la qualité, deux parce que nous sommes une marque française et on voulait être proche de nos consommateurs et des résidents, et donc du coup, la nouvelle version de notre platine est donc totalement made in France. Bravo, ça c'est la marque citoyenne de l'entreprise. Alors ça se fabrique comment ? Où? Comment? De quelle façon? Qu'est-ce qui est fait en France? Bon, l'électronique, on a compris, il y a certains composants que malheureusement on compte, mais ça va revenir. Est-ce que vous pouvez nous donner une image simple de la chaîne de fabrication? Oui, alors en fait, nous, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est un petit peu une entreprise qui fait deux choses. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle d'un côté start-up, parce qu'on a fait le logiciel, tout ce qui permet d'ouvrir à distance, de créer des codes. C'est là qu'il y a le plus de valeur, entre guillemets. Alors finalement un peu les deux, parce qu'il y a l'application, donc l'application dont je vous parle, qui est ce qu'on appelle le software, mais qui est dans la partie technologique qu'on a développée. Donc ça, c'est notre capacité à innover, à le faire avec nos développeurs en France. Et de l'autre côté, on a la partie mécanique, finalement l'interphone physique, qui est du coup l'autre produit, qui va venir se mettre en bas de l'immeuble. Donc on a fait les deux. Et ça, on peut appeler ça finalement une start-up industrielle, parce qu'on fait de l'industrie sur un produit innovant. Très peu effectivement innovent et produisent en France, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Une grande partie vient dans la région près du Mans. On assemble à Rungis et on commercialise à Paris et de France. Mais donc, du coup, génial, c'est le circuit court. Alors justement, la nouvelle version de notre interphone justement est en train de changer. Qu'est-ce qui va changer pour l'utilisateur? Alors les fonctionnalités sont les mêmes. Pouvoir créer des codes à usage unique, d'ouvrir à distance, avoir le retour visio sur son smartphone, ça reste classique et c'est ce qu'on a voulu, avec surtout une volonté de maintenir un prix qui est en moyenne 2 à 3 fois moins cher que tout ce qui peut exister aujourd'hui en interphonie. Après, ce qui va changer, c'est plutôt une côté esthétique, avec un angle caméra qui sera plus grand et avec un coloris supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avant.
Alors justement, vous êtes une star maintenant, hein, des médias. Star, je pense pas. On En peut tout le cas, dire. Non, mais alors, à moins que ce soit votre clone ou votre comment on appelle ça, l'autre hologramme, on vous a vu à la télé. On nous a vu effectivement. Alors, on vous a vu à la télé. Alors, vous étiez quoi? Vous demandiez des sous à un associé, c'est ça? Alors, en fait, on a eu la chance, effectivement. En fait, vous avez fait qui veut être mon associé. Oui, on a été quoi. sélectionné. Il y avait à peu près 2000 ou 3000 candidatures, je sais plus. Ils en font passer 50, donc on était ravis. C'est-à-dire qu'ils ont soulevé le caractère innovant et on a pu pitcher et présenter notre solution devant les 5 investisseurs que vous connaissez bien sur M6 maintenant. Et on a eu la chance d'avoir eu 2 accords de suivi. Alors, à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Julien Jacob, qui est pas là dans cette saison, et Anthony Bourbon. On a levé 1 million d'euros et on cherchait une partie complémentaire avec les membres du jury pour nous développer sur le point de vue commercial, marketing, parce que cette levée a été faite l'année dernière et depuis, c'est évidemment l'explosion en termes d'équipement partout en France. Alors, ça coûte pas cher d'utiliser Kivala. Vos clients naturels sont les syndics de copropriété et plus largement le conseil syndical. Le site internet, très facile, on tape Kivala. Merci de me le répéter, mais je l'avais déjà entendu. Donc, on peut y aller très facilement. Il faut inciter finalement le maximum de personnes à y aller. C'est une véritable solution. On était ravis de mettre la lumière sur vous, encore une fois d'ailleurs, après la télé et la radio. Avec vous, Jonathan Lascar, le fondateur de Kivala. Voilà, on va enchaîner tout de suite maintenant. Il est temps de parler de la qualité de l'air et de l'humidité dans votre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio pour mieux comprendre l'impact de notre habitat sur la santé. Aujourd'hui, on va parler des enfants, de nos enfants et pourquoi l'humidité dans un logement représente un risque bien plus élevé pour eux que pour les adultes. Quels signes doivent nous alerter? Et puis surtout, que faire pour les protéger? Pour nous éclairer, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet fondamental, trop souvent négligé. Édouard, première question, qu'est-ce qui rend les enfants plus sensibles à l'humidité que nous? Eh bien, leur organisme, Grégoire, qui est encore en développement, leurs voies respiratoires sont plus fragiles, leur système immunitaire moins mature, leur peau plus perméable. Dans un environnement humide, on retrouve souvent des moisissures, des acariens et des composés chimiques irritants qui se libèrent des matériaux humides. Tout cela augmente les risques de toux chronique, d'asthme, de dermatite ou d'allergie. Ça concerne beaucoup de monde, Édouard ? Oui, et plusieurs études françaises ont montré que les enfants vivant dans des logements humides sont 2 à 3 fois plus susceptibles de développer des troubles respiratoires. C'est une question de santé publique, pas un simple problème de confort. Un message qu'il est important de porter au plus grand nombre. Absolument, Grégoire. D'ailleurs, Élodie Gossuin, ancienne Miss France, animatrice et maman de 4 enfants, est aujourd'hui ambassadrice du programme Maison Saine, un engagement qui fait sens car elle a été directement confrontée à des problèmes d'humidité dans son propre logement et à leurs conséquences. Cette expérience personnelle, elle l'a vécue, l'a profondément marquée et l'a convaincue de l'importance de la qualité de l'air intérieur. Et pour les parents qui nous écoutent, quels sont les signes à surveiller dans la chambre d'un enfant, Édouard ? Eh bien, les parents peuvent être attentifs à plusieurs signaux d'alerte. Par exemple, un enfant qui tousse régulièrement la nuit sans être enrhumé ou qui enchaîne les bronchites et les rhinites. Il faut aussi prêter attention à l'environnement de la chambre, une odeur de moisi, même discrète, des traces sombres dans les angles autour des fenêtres ou encore des murs froids et légèrement humides au toucher. Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter là tout de suite ? Il y a 3 réflexes, Grégoire, simples à adopter. Aérer tous les jours, même en hiver, 5 à 10 minutes. Et éviter de coller le lit contre un mur extérieur ou humide. Et surveiller le taux d'humidité, idéalement compris entre 45 et 55%. Et surtout, ne pas camoufler le problème avec des sprays ou des diffuseurs parfumés. Il faut traiter la cause, pas masquer l'odeur. Un mot de conclusion, Édouard, pour nos auditeurs ? Oui, un enfant en bonne santé, ça passe aussi par un environnement sain. On ne le voit pas toujours, mais l'humidité peut fragiliser les plus jeunes. Et comme le rappelle très bien Élodie Gossuin, un logement sain, c'est un acte de soin envers sa famille. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils essentiels et à vous toutes et tous qui nous écoutez, ouvrez les yeux, ouvrez les fenêtres et n'hésitez pas à consulter les ressources sur maison-saine.fr pour aller plus loin. À très bientôt. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Et oui, prendre soin de ses enfants, c'est un élément fondamental, important. Une nouvelle pause, les amis. Et on va se retrouver tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler par exemple du viager. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour les amis. Voilà, vous êtes toujours sur Sud Radio et vous êtes dans Parlons Immo, votre émission. Chaque semaine, chaque samedi, entre 12h et 13h, quand vous êtes à table, on parle de votre mobilier, de la déco, de l'architecture, de votre logement, de tous les problèmes, bref, que vous pouvez avoir dans l'habitat. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du viager et on va le faire avec vous, Bérénice de Victorio. Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et on accueille Marine Livotti, justement, directrice de l'Office du viager, pour faire un véritable tour de France du viager. On va voir les tendances régionales des biens viagers. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors justement Marine, est-ce qu'on peut dire que le viager c'est plutôt uniforme ou au contraire c'est très régionalisé? Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo? Alors oui, complètement. Le viager, c'est plutôt un marché qui est quand même ultra territorial. On voit des dynamiques qui sont très différentes quand on parle de littoral, des zones rurales, de métropoles ou de villes moyennes. Et d'ailleurs, nos chiffres 2025 comme nos ventes actuelles sur 2026 le confirment très clairement. Alors justement, dans quelle zone il y a vraiment un dynamisme? Dans quelle zone il y a le plus de biens viagers? Alors nous, on observe une forte activité dans le sud et de manière plus sectorielle pour nous sur le sud-ouest, qui s'explique aussi par notre importance et notre implantation historique sur Toulouse. Mais on a aussi beaucoup de ventes qui se réalisent sur l'Hérault, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gard, le Lot. Donc vraiment le sud à proprement parler, parce que ce sont des villes et des territoires sur lesquels le viager est bien compris aussi. Il y a un cadre de vie qui est attractif, une population avec pas mal de propriétaires seniors et une vraie demande du côté des investisseurs. Et depuis ce début d'année, même la fin d'année 2025, on voit également émerger de gros intérêts de plus en plus croissants de nouveau pour l'Île-de-France. La Côte d'Azur garde un pic important, le Pays Basque, mais également la Haute-Savoie. Et alors à l'inverse, là on voit là où il y a le plus de viagers. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on va dire c'est un petit peu moins, ou c'est un petit peu plus ponctuel, c'est un peu plus rare? Oui, exactement. On va avoir des départements, par exemple la Seine-Saint-Denis, la Vendée, le Morbihan, où on va avoir des ventes peut-être un petit peu plus occasionnelles. Alors c'est pas par manque d'intérêt, mais c'est plutôt qu'on a des marchés qui sont plus opportunistes, déclenchés par des situations patrimoniales peut-être un petit peu plus spécifiques aussi. D'accord. Alors vous nous l'avez souvent expliqué sur Sud Radio, il y a différents types de viagers, différents types de ventes. Qu'est-ce qui domine comme type de vente ? Alors très clairement, il y a une très large majorité qui est tournée sur le viager occupé avec rente. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, 2025, mais la tendance est la même sur 2026, on est à peu près sur 66% des ventes qui sont tournées sur le viager occupé avec rente. Donc c'est la formule en fait qui est la plus rassurante pour les vendeurs, qui est la plus équilibrée aussi financièrement pour les deux parties. Donc occupé avec rente, petit rappel, c'est que la personne qui vend reste dedans et touche une rente chaque mois en plus d'un bouquet au départ, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Et le bouquet, c'est une somme d'argent, c'est pas des fleurs. Oui. Et alors, pour les autres formules, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a également le viager libre qui est en montée, mais qui est un peu le côté marginal parce que souvent les vendeurs ont un besoin immédiat, donc ils font de la vente classique. Mais le viager libre se dénote puisqu'on est à peu près sur 14% maintenant de nos ventes, et qui se font beaucoup vers des zones tendues ou touristiques. Et la vraie évolution qu'on note depuis l'année dernière, c'est on a une recrudescence des nues propriétés. On est à peu près à 11% des ventes et on voit que ce début d'année, par exemple, on est déjà sur le mois de janvier sur 17%. Donc on voit qu'on a déjà beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Et c'est une tendance de fond très marquée parce qu'on a aussi de plus en plus d'enfants, par exemple, qui veulent revendre la nue propriété qu'ils ont eue par donation. Donc il y a vraiment une recrudescence de ce modèle-là aussi. Oui, alors la nue propriété, on possède les murs, mais pas l'usufruit, donc pas l'usage. C'est ça, Oui, tout à fait, exactement. Et c'est souvent des enfants, par exemple, qui ont besoin de liquidité suite à un divorce, un projet professionnel ou un besoin d'argent plus poussé. Et puis même des personnes qui veulent se tourner sur la nue propriété parce qu'ils font de la location aussi. Mais c'est un véritable outil patrimonial qui est très concret et qui est plus du tout marginalisé comme c'était le cas avant. Et alors côté acheteur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des profils et les objectifs des personnes qui se tournent vers le viager ?
Oui, alors on a de plus en plus d'investisseurs jeunes qui s'intéressent au viager et c'est ça qui est assez intéressant. On a beaucoup de trentenaires qui veulent essayer d'utiliser par exemple de l'argent qu'ils ont eu suite à un héritage familial pour pouvoir raisonner sur un investissement patrimonial long terme. Même si on a notre cœur d'investisseurs qui a plutôt entre 40 et 50 ans et qui privilégie une diversification patrimoniale plus importante ou une future recherche de résidence secondaire, par exemple. Eh bien, merci Marine. C'est vrai qu'on voit que le viager, c'est pas du tout figé. Il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas à l'Office du viager pour vous renseigner. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Eh bien voilà, on va approcher de la fin de l'émission, comme chaque samedi, avec Parlons IMO, mais c'est le temps de la grande question. Vous savez, cette grande question, on a décidé avec la rédaction de poser une grande question sur un trait d'actualité lié toujours au logement. Et cette semaine, c'est... Eh bien, c'est sur la sécurité. Alors, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, c'est un gros sujet juste avant les municipales. Et alors, on est toujours avec Jonathan Lascar de Kivala, CEO. Donc, Kivala, on peut dire que c'est l'interphone New Generation qui... Nouvelle génération Ouais. 2.0, en tout cas l'interphone qui permet de mieux contrôler ses accès pour ses visiteurs. Voilà, qui permet de donner un code éphémère, donc on limite en fait les allées et venues chez soi. Moi, j'aimerais revenir sur des chiffres que vous n'avez pas donnés, des chiffres, parce que vous avez réalisé plusieurs études, des chiffres qui sont assez édifiants, moi quand je les ai lus. Il y a d'ailleurs aussi des chiffres sur les femmes, est-ce que vous pouvez nous les donner ? Oui, alors déjà le premier, c'est intéressant, on a fait une étude et on s'est rendu compte qu'en moyenne, dans un immeuble, il y a 3000 individus chaque année qui ont les codes d'accès de votre immeuble. Et ça, c'est assez simple à vérifier, c'est en moyenne 2 livraisons par semaine pour un immeuble qui aurait donc 20 appartements. Vous multipliez ça donc sur l'année et donc vous avez c'est plus de 3000 utilisateurs. On parlait juste de livraison, donc si on ajoute effectivement les soins, les locations saisonnières, on se retrouve avec un nombre d'individus qui ont le code d'accès, d'où la pertinence de dire il faut le changer. C'est effectivement ce que recommandent les syndics et autres, mais simplement en le changeant et en remettant un code unique, on retombait dans la même problématique de dire qu'au bout de quelques semaines ou mois, le code était à nouveau divulgué à tout le monde. Alors après, je veux pas faire peur aussi, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation, là je parle de Paris Intramuros, c'est des chiffres du GDD, alors qui datent de 2024, mais il y a une nette augmentation, par exemple, des homejacking, des personnes donc, qui s'introduisent, voilà, ils rentrent d'une manière ou d'une autre et ils attendent et ils rentrent chez les gens, c'est la séquestration. Enfin, bon, je dramatise un petit peu, mais en tout cas, c'est des faits qui sont en augmentation. Oui. Vous savez, c'est la technique. Vous savez, saucissonner, c'était arrivé à Bernard Tapie, vous savez, dans sa maison, effectivement. Il y a de plus en plus. Mais c'est vrai que le climat de sécurité, ça vous aide aussi à mettre en avant votre solution. Alors, c'est une grande part du marché, effectivement, mais finalement, pas que, on va y revenir. Il y a aussi toute la partie rénovation, parce que simplement, l'interphone ne marche pas, il faut le changer, et quand ça ne marche pas, tant qu'à faire, ils prennent quelque chose qui est plus moderne, plus neuf. Donc, il y a une grande partie aussi de l'activité qui est par rapport à ça. Mais effectivement, le fait déjà d'avoir un interphone connecté qui a un retour image et une traçabilité, il y a un côté très anti-vandale ou en tout cas anti-intrusion. Je ne dis pas qu'on arrivera au risque zéro, mais évidemment c'est... Qui dissuade. Exactement. Mais vous avez raison. Exactement. C'est déjà suffisant pour en faire la première barrière, je dirais peut-être au petit vandalisme. Là, vous faites plutôt part quand même sur quand on parle de Bernard Tapie haute, ce sont des professionnels avec un niveau où ils sont plutôt bien organisés. C'est que la tendance d'entrée... Avant, on faisait des cambriolages classiques, entre guillemets, et maintenant, même si les gens sont chez eux, on tape à la porte et on les brutalise. C'est une tendance qui est assez inquiétante, effectivement. Il y en a même certains qui disent que c'est une forme de mexicanisation de la société française. Mais il faut faire attention. C'est là que finalement votre solution répond assez bien. Il est bientôt temps de nous quitter, mais je voulais vous poser une question. Justement, quand vous avez fait l'émission avec qui va être mon associé, vous avez levé les fonds ? Oui, alors en fait... Est-ce que ça vous a permis de bien avancer ? Oui, complètement, parce que depuis le passage, du coup, on est présent en national, ça veut dire partout, dans toutes les grandes villes et même toutes les petites villes de France. Donc ça veut dire que ce qu'on ne faisait pas avant, on était très Île-de-France. Depuis 1 an, on installe, quand je dis partout, c'est-à-dire des villes comme Nîmes, La Rochelle, Toulouse, Reims, vraiment donc, partout. Partout en France, toutes les régions sont concernées. Aujourd'hui, toutes les villes, exactement. On a une équipe qui est adaptée pour toute la France. On a une grande question qui a été posée, c'est combien ça coûte ? Alors ça coûte
coûte 1490 € avec installation. C'est-à-dire Pour l'ensemble de l'immeuble. Hein. Pour l'ensemble. Mais quel que soit le nombre de locataires. Exactement. Nous, on a fait un simple, c'est un prix unique. On a un produit, un prix. D'accord. C'est un produit qui peut faire soit interphone, soit digicode, et ça coûte 1490 €, que vous soyez 15 lots, 20 lots ou 100 lots. Après, ce qui varie, c'est 100 lots, ça vaut le coup. Hein. Effectivement, ça fait peu cher. Il y a juste à côté un abonnement qui est 2 € par mois par lot, qui correspond justement à la connexion avec un opérateur télécom et à toute la gestion de traçabilité. Et ça marche bien. Extrêmement bien, Voilà. puisqu'on a déjà plus de 100 000 utilisateurs, et donc du coup, je vous invite à regarder nos sites et nos réseaux. Kivala, je te prie, longue vie à Kivala, bien évidemment. On vous trouve très facilement sur Internet. Merci de vous être prêté au jeu. Jonathan Lascar, merci. Une entreprise française et qui fait tout en France. C'est rassurant. Merci à toute l'équipe, Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot et notre ami, le docteur Laurent Permas, spécialiste de l'éco-rénovation. Tous nos invités, nos partenaires. Prenez soin de vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais rappelez-vous, on rediffuse cette émission tous les mardis à midi sur l'application de Radio Imo. Passez une excellente semaine. Et n'oubliez pas de nous envoyer les questions sur Parlons Imo, votre émission qui parle de votre logement et de votre immobilier. Prenez soin de vous et à samedi prochain. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.